Ça fait des mois que la gauche et notamment la France insoumise se décrédibilise, rentrant dans une spirale de radicalité qui l'emmène vers une marginalité complètement dingue. Et il se peut bien que Jean-Luc Mélenchon, dans une déclaration récente, dans un texte récent écrit sur son blog, connaisse ce que Jean-Marie Le Pen en son temps a connu, le fameux point de détail. Je crois qu'on a assisté, avec cette déclaration que je vais vous présenter, à la marginalisation définitive de Jean-Luc Mélenchon, qui sombre dans l'outrance, à un point quand même rarement atteint par la gauche, même si franchement, depuis des semaines, ils en font des tonnes. Là, je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a décroché le pompon. On va regarder ça, mais vous allez voir, c'est complètement dingue. Alors, je suis tombé sur ce tweet de BFM. Malgré les chiffres officiels, Jean-Luc Mélenchon estime que l'antisémitisme est résiduel en France. Alors, je me suis interrogé, je me suis dit, mais est-ce que finalement, c'est pas tiré de son contexte? C'est quand même un propos qui paraît à première vue un peu dingue, donc est-ce qu'il n'a pas quand même dit autre chose, quoi? Et c'est d'ailleurs ce que dit Antoine Léaumont, député France Insoumise, en réponse, hein. Vraiment un titre pourri pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il dit. Du coup, les amis, je vous propose qu'on regarde. On va se rendre sur le blog de Jean-Luc Mélenchon et on va lire ensemble, enfin quelques extraits parce que je ne vais pas tout vous lire évidemment, son texte « Netanyahou à la télé, la déchéance de l'officialité ». Alors l'officialité française, c'est un terme qui est répété tout au long de ce texte et on va le voir, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire. On comprend quand même que ce sont les vilaines élites qui contrôlent les médias. C'est quand même déjà un petit peu limite. Alors, on va d'abord s'intéresser à ce passage. Donc Jean-Luc Mélenchon parle du fait que Netanyahou soit interviewé par LCI. Il considère que c'est un scandale absolu. Et voilà ce qu'il dit à propos de la réaction des médias. Pas une de la presse papier ne mentionne ce désastre moral le lendemain. On avait pourtant observé dans un passé récent une émotivité à vif à propos des événements du 7 octobre. L'officialité pleurait les mots qui manquaient, les mots de trop, les mots inadaptés chez les insoumis. Nuit et jour, le cirque de l'inquisition médiatique contre nous s'était déployé des semaines durant, où il a fallu supporter que pas une question d'interview soit autre chose qu'une accusation. Alors déjà, on peut noter quelque chose, c'est que les attentats terroristes commis par le Hamas en Israël, avec des civils tués de sang-froid, des femmes violées, des otages par dizaines, enfin bon, un drame abominable, complètement inconcevable, avec des images terribles. Bon, pour Jean-Luc Mélenchon, il considère que ce sont les événements du 7 octobre. Bon, s'il avait voulu dire les choses autrement, il aurait pu parler du drame du 7 octobre ou des actes terroristes du 7 octobre. Mais on va le voir tout au long de cette vidéo, Jean-Luc Mélenchon joue sur l'ambiguïté. Il a choisi avec soin ce terme-là, événement. Déjà, c'est pas anodin. Et puis surtout, là, ce qu'on voit dans ce que je vous ai lu, c'est finalement un parallèle qu'il établit entre le drame du 7 octobre en Israël et l'interview de Netanyahou, qui, selon lui, devrait donner lieu à la même indignation médiatique de la part des médias français. Enfin voilà, c'est incroyable. Il compare vraiment l'interview d'un dirigeant d'un pays. Alors, il a été élu démocratiquement, hein. Alors après, on peut juger que c'est un bon dirigeant ou pas, que sa politique est néfaste ou pas, c'est pas la question. Mais il compare vraiment l'interview de Netanyahou avec les actes terroristes du 7 octobre en disant on aurait aimé la même indignation dans les médias français au lendemain de cette interview qu'au lendemain du 7 octobre. C'est complètement fou. Ensuite, il parle de l'inquisition médiatique contre la France insoumise après le 7 octobre. Mais pourquoi il y a eu cette inquisition médiatique totalement légitime? Et pourquoi, pour la première fois depuis des décennies et des décennies, la presse, pourtant plutôt copine avec la gauche quand même, hein, s'est mise à l'attaquer? Mais parce que la France insoumise a été en dessous de tout après le drame du 7 octobre. J'en ai fait plusieurs vidéos, je vais vous mettre les liens en description. Je pense que c'est toujours bien de les revoir là, aujourd'hui. Je pense que c'est très important même de le faire. D'abord, il y avait eu le refus de qualifier cet acte de terroriste. Ils avaient été extrêmement gênés. Et on avait eu énormément de personnalités de gauche ou de mouvances de gauche qui s'étaient même réjouis de ces actes terroristes du Hamas. J'en parle en longueur dans cette vidéo, je reviens pas dessus, mais c'était complètement dingue. Alors qu'on avait déjà des images, on savait ce qui se passait, on savait que c'était un drame atroce. Il y a également eu le refus de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Ça a été pendant très longtemps quelque chose qui a gêné complètement la gauche. La France insoumise refusait de se positionner là-dessus. En conférence de presse, interrogée par les journalistes et relancée par les journalistes qui étaient estomaqués, ils ont botté en touche. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et sans oublier, bien sûr, certains membres de la France insoumise, comme par exemple Daniel Obono, mais c'est pas la seule, hein, qui a considéré publiquement, 10 jours après le 7 octobre sur Sud Radio, que oui, le Hamas était un mouvement de résistance. Voilà ce qu'elle a déclaré. Et elle le pense toujours aujourd'hui, j'imagine.
Parce que 10 jours après le 7 octobre, c'est pas le lendemain. Le lendemain, à la limite, on pouvait se dire, ils n'avaient pas toutes les infos, etc. Enfin bon, déjà, c'était impardonnable, mais 10 jours après, là, pour le coup, il n'y a aucune excuse. On rappelle d'ailleurs que Rima Hassan, membre de la France Insoumise, alors égérie pour ces européennes-là, elle refuse toujours de répondre à des questions sur le Hamas et de donner son avis sur savoir si c'est un groupe terroriste ou pas. Donc il y a un moment où quand Jean-Luc Mélenchon nous parle d'inquisition médiatique, je suis désolé, mais c'était totalement légitime, et je pense que la gauche s'est complètement marginalisée à cette époque-là. Tant mieux pour la France, parce que comme ça, on a cette idéologie obscurantiste, destructrice de notre identité et de notre civilisation qui est en train d'être discréditée, donc tant mieux. Mais faut pas se plaindre en fait. C'est incroyable d'écrire ça. Autre élément notable que j'ai relevé dans ce texte, le fait pour lui de nous assigner, nous les Français, nous la gauche j'imagine, nous assigner à ce concept raciste de civilisation judéo-chrétienne. Alors là, c'est assez extraordinaire. Alors, bon, premièrement, moi, je considère que le terme civilisation judéo-chrétienne n'a pas de sens. Il y a une civilisation européenne. Et l'Europe existait avant l'arrivée du christianisme. Hein. On avait la Grèce, Rome, qui n'était pas chrétienne. Donc, déjà, résumer la civilisation européenne à une caractéristique religieuse, ça n'a pas de sens. Bon, et puis après, il y a tout un débat religieux. Est-ce que le judéo-christianisme, c'est une réalité tangible ou pas? Bon, voilà, moi, je me focalise pas du tout là-dedans. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Israël et le peuple juif, même s'il est évidemment 1000 fois plus lié à la civilisation européenne que ne le sont les peuples arabo-musulmans, là il n'y a pas de doute là-dessus, reste quand même que même s'il appartient, on va dire, à la sphère d'influence occidentale, ce monde juif, ce monde israélien, ça ne fait pas partie de la civilisation européenne. Ça, c'est clair et net. Et même si, bien entendu, il y a des juifs qui ont apporté à cette civilisation et qui en font partie aujourd'hui, etc. Mais donc sur le fond, voilà, enfin je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est un débat d'esthète sur lequel on pourrait parler pendant des heures, mais il y a une civilisation européenne et pas une civilisation judéo-chrétienne, mais au-delà de ça, ce qui est incroyable, c'est que pour lui, le concept de civilisation judéo-chrétienne, mais en fait de civilisation européenne de manière générale, pour lui c'est un concept raciste. Mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il dit la même chose quand il parle de la civilisation kanak, la civilisation arabo-musulmane? Est-ce qu'il dit que c'est un concept raciste? En réalité, le concept de civilisation, il n'est raciste pour les gauchistes que lorsqu'il s'agit des Européens. C'est l'ethnomasochisme, ce pilier de l'idéologie de gauche qui s'exprime là sous la plume de Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être anecdotique comme ça, mais ça vous montre bien la haine de soi, la haine de l'Europe, et donc très logiquement, l'amour de la Palestine qui s'exprime dans ce texte. Et enfin, on arrive au passage qui a motivé ma lecture de cet article, et là, on va voir donc dans son contexte, car contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, là encore, un terme, franchement, c'est très étonnant ce néologisme, je ne l'avais jamais entendu avant, et je peux pas m'empêcher d'y voir un espèce de complotisme un peu étrange. Hein. Car contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Il est en tout cas totalement absent des rassemblements populaires. Alors c'est quand même assez génial. Bon, déjà, on voit une différence par rapport à ce que disait BFM, qui a en réalité adouci le discours de Jean-Luc Mélenchon. Parce que BFM a dit, malgré les chiffres officiels, Jean-Luc Mélenchon estime que l'antisémitisme est résiduel en France. Mais c'est pas malgré les chiffres officiels. Il dit, contrairement à ce que dit la propagande de la fameuse officialité des élites qui nous gouvernent, quoi, hein, qui tirent les ficelles dans l'ombre. L'antisémitisme reste résiduel en France. Alors là, c'est un discours qui est complètement dingue, qui me fait immédiatement penser à celui de Mathieu Kassovitz, qui était invité sur LCI et qui avait sorti à la veuve du chauffeur de bus de Bayonne. Elle était sur le plateau, il était à côté d'elle, hein, et il lui dit en la regardant, en disant... Heureusement, il se sentait quand même un peu gêné. Hein. Il dit, je suis désolé, madame, de ce que je vais dire, mais ce qui est arrivé à votre mari, bah, finalement, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est comme ça. Voilà, c'est un fait divers. Et c'est exactement la même logique pour Mathieu Kassovitz ou pour Jean-Luc Mélenchon. Ils essayent de minimiser de manière dingue des actes terribles qui ne devraient jamais avoir lieu. Alors, pour Mathieu Kassovitz, ce sont des faits divers. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est résiduel, mais la réalité, c'est que, déjà, c'est pas anecdotique, premièrement, contrairement à ce qu'il laisse sous-entendre, hein, en disant que voilà, c'est la propagande de l'officialité qui monte ça en épingle, et puis surtout, on peut pas se résoudre à supporter ça. Alors, on va me dire, oui, les faits divers, ça existe toujours. C'est vrai, là, même les fameux actes antisémites, ça existera toujours. Voilà, comme il existera toujours des actes anti-blancs, comme il existera toujours des actes christianophobes, etc. Parce que la société humaine, en son sein, elle a des gens qui peuvent être malades, et puis le risque zéro n'existe pas, donc ok. Mais pourquoi s'obliger à importer des malades
qui viennent faire gonfler ces chiffres de la criminalité, de la délinquance, des actes antisémites, des fameux faits divers selon Mathieu Kassovitz et compagnie. Pourquoi s'embêter à faire ça? C'est ça tout le discours de la droite et tout le discours de bon sens. Pourquoi importer des centaines de milliers de personnes avec parmi eux un nombre résiduel, marginal ou important, je ne sais pas exactement, on ne peut pas faire de statistiques, donc on peut pas savoir, mais en tout cas un nombre qui existe de gens qui vont venir s'ajouter à la criminalité autochtone qui malheureusement existera toujours, mais qui est beaucoup plus basse que celle de plein d'autres populations, hein. Suivez mon regard. Donc déjà, il y a ça. Et puis surtout, dire que c'est résiduel, c'est donc essayer de minimiser la chose. Mais enfin, comment on peut dire ça dans un pays où il y a eu Ilan Halimi? Drame abominable. Comment on peut dire ça alors qu'il y a eu Mohamed Merah à l'école aux Aratora, qui a tué des enfants à bout portant en filmant avec sa GoPro? C'est résiduel, ça? C'est complètement dingue. L'hypercachère, enfin, même chose. C'est pas résiduel, c'est pas un fait divers, comme dirait Mathieu Kassovitz. Et d'ailleurs, le chauffeur de bus de Bayonne, c'était pas non plus un fait divers, hein, c'était un crime. Sarah Halimi aussi. Puis ensuite Mireille Knoll. Bon, ça, c'est pas. Je veux dire, ça fait quand même une liste importante. Ce sont des gens qui ont été tués parce que juifs. Et je peux vous dire qu'après le 7 octobre, ça s'est pas calmé. Alors, heureusement, on n'a pas eu de crimes aussi abominables que ceux que je viens de vous présenter, hein. Heureusement. Mais enfin, le fameux antisémitisme d'atmosphère, il existe. C'est évident. À Lyon, on a par exemple un homme qui a agressé une automobiliste en hurlant qu'il vengerait ses frères de la Palestine. Exactement le même discours chez le tueur d'Arras qui a tué le professeur Dominique Bernard. On a quasiment oublié tellement ça devient banal en France. Mais cet acte abominable, cet acte terroriste, islamiste, il a été en partie motivé par un soutien aux frères en Palestine. Pareil, on a eu il y a quelques semaines un homme qui, à la rue des Rosiers, donc quartier juif bien connu, avait une paire de ciseaux et menaçait des passants avec en criant Free Palestine. Bon, ça non plus, c'est pas anecdotique, c'est pas résiduel. En tout cas, si c'est résiduel, ça n'en reste pas moins dramatique. On a également ça aussi, qui a failli être un drame. Un homme qui a menacé de mort une femme juive pour venger la Palestine, avec séquestration, menace de mort donc, et viol. Qu'est-ce qu'il faut de plus à Jean-Luc Mélenchon? C'est résiduel, ça? Il aimerait bien subir cette résidualité-là, notre ami de la France Insoumise? Alors, ce sont peut-être pris isolément des faits divers, comme dirait Mathieu Kassovitz, mais enfin, quand on les relie les uns aux autres, on voit bien, et quand on regarde surtout le profil des gens qui font ça, on voit déjà que s'il n'y avait pas d'immigration extra-européenne massive et complètement folle, comme on subit actuellement en France, enfin comme on subit depuis longtemps en France, déjà on n'aurait pas eu ça. Et puis ensuite, dire que l'antisémitisme est résiduel malgré la propagande de l'officialité, hein, ça me paraît quand même très acrobatique. On est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du délire, et je sais pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon écrit ça. Enfin, en fait, si, je sais pourquoi il écrit ça. Parce que derrière, en fait, vous allez voir, enfin, je vais pas vous le lire en longueur, mais après de multiples références à l'officialité, en fait, les derniers paragraphes de son texte, ils sont dédiés à faire de la question palestinienne une question centrale pour les élections européennes. On comprend que derrière ce qui s'apparente clairement à un énorme dérapage qui rappelle totalement le point de détail de Jean-Marie Le Pen, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon, il est dans une visée électoraliste. Alors il y a un point qu'il faut quand même relever aussi dans cette tirade, c'est la deuxième partie de cette phrase quand il dit « L'antisémitisme est en tout cas totalement absent des rassemblements populaires ». Eh bien on va voir un rassemblement populaire récent. C'était ce week-end à Paris. Vous voyez ici un député France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, qui était présent au milieu des plus radicaux, donc des antifas mêlés aux islamistes, qui scandait « Tous les sionistes sont des bâtards ». Alors tous les sionistes, c'est la manière un peu polie pour la gauche de dire juif, hein, concrètement. Alors, on va pas nous la faire, hein, c'est un peu facile. Alors peut-être que la gauche est encore à faire subtilement la distinction, mais enfin une grande majorité des extra-européens qui veulent soutenir leurs frères en Palestine, quand ils disent sionistes, bon, hein, on se comprend. Éric Coquerel était là, donc c'était un rassemblement populaire. Je ne sais pas si on peut dire que l'antisémitisme était totalement absent de ce rassemblement populaire-là. Voilà. J'ai quelques doutes quand même. Mais Jean-Luc Mélenchon a pété un plomb. Il a pété un plomb, ce mec. C'est incroyable. Je vous dis, déjà, je vous ai parlé de cette espèce de descente aux enfers que la gauche connaît, enfin pas descente aux enfers, mais enfin, ils suivent leur pente naturelle. Hein. Mais depuis Naël, ils ont sombré dans la marginalité, dans la radicalité. C'est incroyable. Bon, mais là, Jean-Luc Mélenchon, il va encore plus loin parce que ce qu'il écrit là, je suis désolé, mais ça lui sera reproché pendant très, très,
très longtemps. Allez, pour finir là-dessus, ce tweet de Norbert qui reprend les actes religieux recensés alors en 2021, 857 actes antichrétiens, 589 actes anti-juifs, antisémites, 213 actes anti-musulmans. Et le tweet de Norbert est parfait. Si Jean-Luc Mélenchon estime qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, ou en tout cas qu'il est résiduel malgré la propagande des vilaines élites, dans ce cas, il n'y a quasiment pas d'islamophobie en France non plus, puisque les actes antisémites sont bien plus nombreux que les actes anti-musulmans. Pourtant, la France insoumise appuie une grande partie de son programme politique sur la dénonciation de l'islamophobie. Bah oui, eux qui nous martèlent matin, midi et soir sur les pauvres musulmans qui sont discriminés, qui sont victimes de tous les sévices en France. Mais dans ce cas-là, si tu refuses d'accepter qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère ou antisémitisme d'action même important en France, si tu parles de résidualité, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire qu'il y a un climat islamophobe en France. Sauf, bien sûr, si tu es complètement idiot, ou alors si tu es à la recherche des voix, ou alors si tu es un gauchiste qui est à la fois dans une visée électoraliste et également dans l'application concrète de cette idéologie obscurantiste qui est basée sur le ressentiment contre la grandeur, contre l'excellence, contre la beauté, et donc qui s'exprime par l'ethnomasochisme, la haine des Européens, et donc la haine de soi, pour Jean-Luc Mélenchon. En fait, quand on comprend ce qu'est l'idéologie de gauche, on comprend Jean-Luc Mélenchon et son propos complètement dingue. C'est à la fois électoral, mais c'est aussi l'expression profonde d'une idéologie complètement folle qui détruit notre civilisation et qu'on ne peut pas laisser agir en toute impunité. Voilà, ça c'est clair et net. Quand on voit les propos là, de Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, mais il faut les lui ressortir à chaque fois. Ces propos-là entérinent la marginalisation définitive, politique et idéologique de la gauche, et il faut absolument le marteler. Dès qu'on en a l'occasion, la gauche est discréditée. Et c'est ce que je dis dans ce tweet, voter la France insoumise est en passe de devenir quelque chose de honteux. Parce qu'après cette déclaration, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas bien saisi ce qui allait se passer. Toutes les élites normales, on va dire, c'est-à-dire les CSP+, parisiennes, etc., qui votaient la France insoumise de manière automatique depuis des années, là, ils sont en train de se poser de très, très grosses questions. Et je pense qu'il y en a énormément qui ne voteront pas pour lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Glucksmann est assez haut dans les sondages pour ces européennes. Mais la France insoumise, c'est en train de devenir un vote honteux. Ça, c'est très important, c'est une première, c'est génial. Enfin, ça montre bien qu'il y a de l'espoir, que la France va pouvoir être sauvée, parce que ce qui coule la France, c'est l'idéologie de gauche et l'immigration extra-européenne, les deux étant intimement liés, évidemment. Mais plus loin que le vote LFI. Se revendiquer de l'idéologie obscurantiste et destructrice de la gauche sera bientôt infamant. Alors ça viendra plus tard. Ok, c'est pas tout de suite, faut pas crier victoire trop tôt, je sais bien que rien n'est gagné encore, très très loin de là, mais bientôt, la suite logique de tout ça, c'est que face à la folie de la gauche, le bon sens va revenir. Voilà. Et c'est ce que je dis ensuite, la vague de bon sens qui s'apprête à déferler sur la France va être géniale à surfer. Oui, c'est vrai qu'on va bien se marrer dans les semaines, dans les mois, dans les années, allez, dans les décennies même qui viennent, parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais en fait, la gauche, vu qu'elle est en train de se discréditer, je peux vous dire que le réveil des Français, il va arriver. Alors le réveil des Français, il a déjà eu lieu dans pas mal de couches sociales et géographiques du pays. Ça, ok, globalement, la fameuse France périphérique. Mais le réveil des Français, il va arriver de manière très forte dans les années à venir, y compris parmi les élites, les CSP++, les macronistes en fait, de manière générale. Et au moment où l'idéologie de gauche ne va plus être celle qui domine, encore aujourd'hui malheureusement, le champ politique idéologique du pays, à partir du moment où le camp du bon sens, le camp de ceux qui veulent défendre la civilisation, la grandeur, l'excellence, va pouvoir s'exprimer librement et montrer à quel point ceux qui pendant si longtemps ont dominé sont à la fois complètement idiots et complètement nocifs pour la France, pour l'Europe, ce moment-là, il va être assez jouissif à vivre, et on va le vivre ensemble. C'est ça qui est exceptionnel. Voilà. Donc je voulais finir là-dessus. Message d'espoir. Jean-Luc Mélenchon se marginalise de manière folle. Voilà. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Enfin, je vous ai expliqué pourquoi, parce que voilà, idéologie de gauche, plus électoralisme. Mais même quand on analyse rationnellement la chose, on se dit, mais il est taré en fait. Il a pété un plomb. Voilà, il a pété un plomb. Donc vraiment, faites le maximum de publicité à cette déclaration. N'hésitez pas à marteler aussi ce qui s'est passé après le 7 octobre, ce qui s'est passé aussi après les émeutes pour Naël. La France insoumise doit être définitivement mise au banc de la société, et dans quelques temps ensuite, on fera la même chose pour toute l'idéologie de gauche. Mais on commence par Jean-Luc Mélenchon qui nous donne les armes pour la battre, donc tant pis pour lui, tant mieux pour nous, tant mieux pour la France et pour l'Europe.
Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez faire en sorte que les vidéos que je produis, le discours que je porte, soient diffusés le plus largement possible pour ouvrir les yeux au maximum de Français, eh bien n'hésitez pas à me soutenir financièrement. En contrepartie de ce soutien, vous avez accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, l'accès à un canal Telegram dédié. Vous avez également la possibilité de faire un don ponctuel. Tout ça, c'est en description de cette vidéo. Merci d'avance les amis et à très vite.